Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir démarrer cette deuxième journée de ce colloque, Modalité, modalité recherche cognitive en infirmier. Cette cinquième séance consacrée à l'intelligence artificielle et la grammaire fondamentale, euh, être présidée par professeur Pierre Esprit, qui ne peut plus être des nôtres, s'en excuse. Le professeur Eddie Kofardi qui va présider cette séance. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté à la dernière minute. Donc, Monsieur Dean Kofardi is the history of music, Università della Basilicata, Matera, immediate past president, International Music Society, and chair Mediterranean Music Study Group, National Musical Society. Merci beaucoup, docteur Rafik, de présider cette séance. Voilà, je vous laisse faire le travail. On commencera alors avec la troisième communication qui était prévue dans le programme. Vous voyez les titres. La présentation, c'est de la part de Marianne Canaan. Et c'est très bien que Madame le professeur Talachian soit présente et comptons sur sa présence dans la table ronde à la fin de cette session. Donc, a web-based platform for encoding and analyzing music scores peut commencer avec la recommandation de respecter le temps pour nous donner la possibilité d'une fructueuse à la fin. Good morning, my name is Marianne Abikanan, and today I will be presenting a research project with the title A Web-Based Platform for Encoding and Analyzing Music Scores. This work was completed at the Faculty of Engineering at the Antenane University and under the supervision of Dr. Talha Ghateshian. As a quick overview, an introduction of this project will be made to highlight the need for digital music formats such as MEI. Then, we will describe the goal of our work, mainly implementing a tool to automatically extract and encode music analysis. We will then discuss in details the contributions that were made, starting with the MEI schema extension with an analysis module, alongside the analysis algorithm that was developed. Next, we move on to describing the workflow of our web-based platform and the additional features that were added to improve it, such as the addition of Arabic music symbols and a music notation application customized for Arabic music notation. Finally, we conclude our presentation with future improvements that can be made to address the limitations of our tool. More recently, musicians have started capturing music compositions as digital encoding through many music editors, making the notations more readable and easier to exchange among collaborators. As a result, many attempts in constructing encoding schemes for music notation representation have been made, leading to a wide variety of encoding formats dedicated to this purpose, such as text, or XML-based formats, and most notably, Music XML and MEI. XML can be considered as a standard set of rules for writing documents in a tree-like structure. The Music Encoding Initiative, or MEI, which is based on XML, encodes musical properties and features in a structured document such as shown in the figure. It can represent each musical element of a music score through text, while also describing the properties of this element. Some of these musical elements are notes or measures, for instance, alongside their properties such as the duration, the pitch name, the octave, and so on. However, when it comes to musicology research, simply encoding a music score is not enough.
Oftentimes, additional information is required to capture the music analysis of a certain music score. Therefore, this project was proposed in order to add a custom module to MEI to support the encoding of music analysis information. More specifically, the target is the encoding of the generative grammar of modal monodies, an analysis theory that is aimed at traditional modal monodies of the Middle East and the Mediterranean cultures. The advantage of using MEI over any other format such as Music XML, for example, is that MEI addresses the limitations that are found in Music XML. MEI focuses greatly on capturing semantics and is therefore more suitable for music researchers, whereas Music XML is designed primarily for software rendering and exchange among music notation softwares. In addition to encoding analysis-related information, we develop a semi-automated algorithm to extract the grammar from music scores and encode them accordingly in an MEI document. This work is implemented as a web-based application, which makes our tool more accessible and independent of a specific operating system. Taking advantage of the fact that MEI schema is extensible, we added a custom module called Grammar that contains new elements and attributes related to the generative grammar of modal monodies. A module defines a certain part of MEI, and each module has its own usage purposes. Adding a custom module can be easily done by providing two files, the first being the MEI core. MEI core is basically the original schema or structure of MEI, where all of its 23 modules are defined. The second file is the customized version of MEI, which contains the modifications defined by the developer, such as modified or removed or added elements and properties. Then, we use a tool called Roma to build a new schema. Roma is available as both a command line tool and a web application. It is given both the MEI core and the MEI customization file, and as a result, a new schema containing the custom elements is generated, alongside a documentation containing its description in HTML format. The grammar module that was added contains elements and attributes related to the generative grammar of modal monodies. As shown in the figure, the newly added elements and attributes are colored in gray, while the attributes are also preceded by the @ character. First, we have node-level attributes, or attributes that can be set on each node, such as the SNR and MNR attributes. The SNR attribute can either have a value of alpha or beta, while the MNR can either be set to yes or no. Then we have the number attribute, which is set on each measure of a score and serves as a way to index each measure. Next, we add elements to hold more complex information than attributes can, such as mathematical equations and matrices. The phonorealization and MRMR can be viewed as sub-elements of each measure element, so each measure will have its own phonorealization element and MRMR element. Similarly, the vectrance element can be a child element of both the music element, so on the level of the whole music score, and also on the level of each measure individually. This element contains the mathematical vectors that represent the final output of the analysis. Once the grammar module was complete, it was necessary to combine it with a semi-automated algorithm that would automatically extract the grammar from music scores encoded in MEI, and save it back accordingly in the MEI document. The algorithm was written in a programming language called Node.js, which is a very flexible language for building web applications. Several phases are required to perform a complete analysis based on the generative grammar theory. The analysis algorithm is given the actual music score that needs to be analyzed in MEI format, alongside a user-defined matrix called the SNR matrix. The first phase is the syllabic nuclear reduction, or SNR, which simply consists of assigning a symbol of either alpha or beta to each node,
based on the SNR matrix. This is where the SNR property will either be set to alpha or beta. Next comes the metasyllabic nuclear reduction, or MNR, where the MNR attribute of some nodes will be set to yes, depending on the node's duration and of course the SNR matrix. Once the SNR and MNR attributes are set, the next phase can begin. A matrix is calculated for each measure based on the SNR matrix and the nodes that have their MNR set to yes. The MR element is expressed in a format called TeX to correctly represent the equations and matrices as text in the MEI document. The phonological realization phase replaces the alphas and betas with their corresponding pitch names and is also expressed in TeX. The final phase, which is the vector transcoding phase, generates meaningful vectors for the whole music score and for each measure individually. Once the algorithm and the module were complete, it was necessary to develop the web application that would hold the module and the algorithm and thus be accessible to users directly through any internet browser. To perform the analysis of a certain music score, the user can input the score in one of two ways. The first option is to import an MEI file of the score, and this could be provided by external music notation softwares such as Sibelius. Sibelius software allows composers to annotate music scores and export them to MEI through an additional plugin. But this plugin can only be found in a premium paid version of Sibelius. However, in order to make our application more user-friendly, we implemented our own music notation application directly on our user interface. This way, the user can annotate whatever music score they need without having to rely on any other software. Then, the user is asked to specify the SNR matrix either by inputting it manually or through an artificial intelligence model that we developed to predict the correct SNR matrix automatically. This was done as an attempt to fully automate our tool and will be discussed in more details in the next presentation following this one. The analysis process can then be initiated and is complete in a matter of seconds. The final result is the complete analysis knowledge phases saved in the MEI and a downloadable PDF file. So in the case where the user has imported their own MEI file, it is necessary to display the score as an image to the user on our application for better visualization. This was done through Verovio library, which easily converts MEI into SVG drawings. However, it was found that Verovio does not support the display of some Arabic music notation accidentals that are needed for accurate display of model monodies. To overcome this, we made a contribution to Verovio and added the missing accidentals ourselves. The accidentals were drawn in a software called Adobe Illustrator, and new files containing these drawings and their names were added to Verovio. Through these changes, these accidentals can be represented in our MEI documents and rendered in the browser through Verovio. These modifications were also reviewed by Verovio's technical committee and will be merged in the next version of their project. Since it can be difficult to procure a correct MEI document that represents a music score, we made it possible for musicians to annotate the music score directly on our platform. The user can simply drag the needed note and drop it on the score or on the wanted measure, or even use keyboard shortcuts to draw the notes, which will accelerate the process. A library called VexFlow was used to draw the notes as SVG in the browser, so we didn't have to draw them ourselves from scratch. Additionally, since our work is mainly concerned with traditional Arabic music, we customized the application in a way that fits Arabic music notation. So first, similarly to the Verovio contribution, we added the missing Arabic accidentals to VexFlow and they were successfully merged in their project. Second,
we provide the option for the user to annotate in what we call Arabic mode. This mode makes it possible to annotate music from right to left instead of left to right, which is an option that, to the best of our knowledge, isn't available in any other music notation software. Even though it should be noted that this feature is often needed by Arabic music composers. Once the user has drawn the music score, an algorithm goes through each musical symbol that was added on the score and converts it to its representation in MEI. The final MEI document is later, of course, used by the analysis algorithm. To make things clearer and really understand what this web application is all about, we will now be showing a recorded version of a demonstration of our platform. Once the application has loaded in the browser, and as you can see it can be loaded through any internet browser, we are met with two options: either importing an MEI file or directly creating a music score. In the case where we need to import a file, it will be directly rendered and displayed through the use of VeroView. Once we press Analyze, the user is asked to fill the correspondent SNR matrix. As you can see, the user can directly accept the predicted matrix suggested by our artificial learning model or modify it. It should be noted that the MNR matrix can be directly deduced to the SNR matrix by simply adding the durations of each row. Moreover, a repetition option can be checked, and this will indicate to our algorithm to take into consideration the repetitions in the music score while extracting the analysis, in case there are any. Similarly, a prima seconda option can also be checked to consider first and second endings, and once the analysis is done, in a matter of seconds, it displays a PDF file that contains the complete analysis and all of its phases. This PDF file, of course, is downloadable, and for each measure we clearly display the phases starting from the first, the SNR and MNR, and ending with the mathematical equations. The end result of the analysis is the transcoding vectors related to each measure individually and to the whole music score. If we consider that the user is not able to provide an MEI document, we also provide users with the option of drawing, annotating, and exporting the scores directly in the app. So the annotation can be made by either dragging and dropping the notes on the score, or by using keyboard shortcuts to accelerate the process. It should be noted that what is annotated here is not a valid model monody and is just a random music score that was drawn for demonstration purposes. A different matrix is predicted for this music score, and once the analysis is complete, the first two phases are directly displayed above each note, so each note has its corresponding symbol. The advantage of using this interface is that it is highly interactive, so if any modification is needed, like changing the pitch of a note, it can be done on the spot and the analysis would be easily calculated and displayed according to the changes. We also implemented this music notation interface as a standalone app, so it can be used on its own, independently of the analysis. And it could be useful for Arabic music composers in the case where they need to annotate music from right to left. So once Arabic mode is switched on, the whole page is reloaded to support right to left rendering. And as you can see, the annotation can still be made in the same way, except that the notes would be displayed from right to left. The analysis can also be displayed correctly in this manner.
We can also view this tool as a way to export music scores into different formats, and so far the formats that we have implemented are of course the MEI and the PDF. In conclusion, the or Model Monades Analyzer is a web-based application that allows musicologists to input music scores related to traditional Arabic music and extract their generative grammar. The user can choose to either import their music score as MEI or notate it directly in the application. The algorithm then extracts the grammar and saves it in a digital format or MEI. We believe that this application provides great help to musicologists in analyzing music scores in an automatic and time-saving manner. As future work, we believe it can be useful to extend our algorithm to support more cases in music, such as when the music score has no measures. Moreover, it would also be beneficial to allow the user to import a wider range of music formats, such as audio files or even music XML. Thank you for listening, and we are available for any questions that you have regarding our web application for analyzing and encoding music scores. Merci, Madame Marianne Abikenan. Je dois ajouter qu'elle a terminé son master à l'université Antonine, et donc c'est un grand avantage pour l'université de voir des résultats déjà répandus, comme avoir créé des outils qui sont maintenant déjà acceptés par la Verovio Library, qui est bien connue. Donc, c'est quelque chose qu'on appelle la troisième mission universitaire, de faire des choses qui restent et qui peuvent être utilisées par une large communauté. La discussion sera à la fin pour le 3 communication, et donc à l'attente de pouvoir avoir la présence d'Anas Krab dans notre session. Je sais qu'il est à l'écoute, mais il y a des difficultés pour le voir matériellement. On peut passer à la deuxième communication d'aujourd'hui, qui c'est dans la place où était prévu, et avec Monsieur Charbel El Ashkar de l'université Antonine, et je crois qu'on pourra encore plus aller en profondeur sur la question comme automatiser l'analyse musicale avec l'intelligence artificielle. Donc, on commence à entrer dans ce fascinant problème. Et je donne la parole à notre jeune collègue doctorant, je crois, Charbel. À vous la parole. Good morning, everyone. Both musicians and developers have found interesting results when collaborating together. But what about the usage of artificial intelligence in music platforms? Are they helpful or not? My name is Charbel El Ashkar, and today I will present the subject entitled Automating Music Analysis by Artificial Intelligence. A brief overview of our project is to introduce briefly the usage of artificial intelligence in the music industry, to present at a second stage the usage of AI in the Analyzer, the platform already presented by my colleague Marianne. At a third step, talk about our proposed ontology, the music pattern OWL, and at a fourth, talk about our attempts to generate new music scores, and finally cite briefly our future work ideas. In the next parts of this presentation, AI is an abbreviation of the word artificial intelligence, starting with AI in music platforms as general usage. The majority of AI use cases in the music industry fall into
three different categories. First one, music composition, which concerns using AI to create, enhance, and complement music content. Second one, music streaming, is the usage of machine learning and deep learning to recommend personalized content, such as Shazam, the mobile app used to recognize the music that you are listening to, by example. Third and the last is the music monetization, to help artists monetize their music content and generate revenue. Back to our work as engineering team in the Antonine University, we aim to help musicians in the music composition category by enhancing and analyzing traditional model monodies. This target can be applied by developing music platforms like the Analyzer already presented and use advanced AI technologies to simplify the analysis process. When presented by my colleague Marianne, the Analyzer had two input matrices to add in addition to the music score, in order to achieve the encoding of the music score. The estimation of these matrices, named SNR and MNR, was difficult to execute by musicologists sometimes. It was also prone to errors by the fact that entering false input matrices will result in a false analysis. This is where we highlight our mission of providing artificial intelligence solutions to predict those input matrices and make the encoding process easier for musicians. Once predicted, the musicians can supervise this prediction. He can launch the analysis with the predicted matrices or change the value predicted in case of false results. Every AI use case in general, or the prediction of input matrices in particular, consists of three progressive steps. The first one, pre-processing the music scores, consists of preparing the music scores upon use case so that they can be ready for the next step. The second step, training the model, consists of pushing the prepared music score inside a well-defined process to achieve successful prediction. The last but not least, obtaining an AI model for prediction, consists of testing the model generated to ensure its usability. In the following slide, we will go deeper in those steps to explain the creation of the prediction model in a simplified way. The first step, as presented, consists of preparing the music scores. Depending on our use case, we found that we only need to use the note duration attribute of a music score, since the SNR matrix concerns the rhythmic aspect of a music score. The MNR then can be deduced from the SNR generated. As shown in the figure, we were extracting the duration of each note of the music score and splitting them measure by measure. The group of all these measures of the same music score consists of a single record. Each record was used as a single input for the next phase. You can think of this as the extraction of the needed elements of music score upon the use case. In our case, it was the note duration only. So we gave the music score an equivalent mathematical approach to proceed further. The second step, also known as training the prediction model, consists of associating each record of the music score to its corresponding SNR matrix. Split the record between training record and testing record and enter only the training records into the neural network to train the AI model. The neural network is a container of different algorithms configured upon the use case to be able to provide the knowledge and semantic concepts to the AI model. Once the training process finishes, we are ready to test the produced AI model with the testing record that we didn't pass to the neural network in the previous step. We can do this step to make sure that our produced model has the power to decide what is the SNR matrix of the record in question, even if the record was not passed before to the model. So as presented in the figure, the AI model is able to know that SNR1 is for record 1, SNR2 is for record 2, and will be able to predict
what could be the SNR value of a new record similar to the ones passed during the training. Once the training and testing has finished, we are able to technically estimate the accuracy of the AI model produced. The model in question gave 95 correct prediction and 5% false prediction. These results were promising and were subject to enhancement if we add additional music scores to our training process. More music scores means more records, and more records means more knowledge and semantic ideas to learn by the AI model. This will improve the performance of the model created and will help in providing better predictions in the Analyzer. In this quick video, we will show the difference in the usage of the Analyzer before and after the AI integration. Before the AI integration, we needed to import the music score, and when pressing the Analyze button, we would have to enter the SNR and MNR matrices manually before initiating the analysis. But after the integration of the AI, we only had to import the music score and just initiate the analysis process. By the time of importing the music score, the AI model will return us his predicted value for SNR and MNR and show them in the interface of the Analyzer. The musician can then tune these results or keep them as predicted to launch the analysis and finally obtain the related encoding. By the time we were working on the previous AI use case, we were looking for methods that will help us in supporting the biggest number of music scores in the Analyzer. This is where we introduced the concept of ontologies that is used in music-related platform to define and structure the music score schemas. Regarding the Analyzer, the MAI schema was getting continuous updates by the MAI community. These updates can damage our methods of analyzing music scores. As shown in the figure below, the first one concerns encoding a beam using the MAI schema version 2. The second one concerned encoding the same beam but using the MAI schema version 3. As you can see, the way of encoding the accent attribute changed clearly. This will result in false analysis if we use the MAI version 3 while only applying the version 2 in our platform. For this reason and many more, we created a new ontology named Music Pattern OWL, capable of structuring the music score without worrying about the schema changes or the usage of unstructured music score. This way, we will provide support to the analysis process initiated by musicians and ensure the correct behavior of the music platform in question. The Music Pattern OWL ontology was integrated as proof of concept in the Analyzer to ensure the forwarding of structured music score in each progressive step of the encoding. Imagine that we are in the process of assigning the alpha and beta flags to each note in the music score. The role of the Music Pattern OWL here is to extract the needed note elements and provide them to the Analyzer so he can estimate the right flag value for each note. As a result, the Music Pattern OWL achieved structuration of music score content and helped also the Analyzer in gaining wider support of new music score entered in input. The Music Pattern OWL helped in integrating new music score to the Analyzer, although we needed a bigger amount of music score to improve the behavior of the platform. This is where we started working on music generation use cases by generating synthetic music score to improve the performance of the platform. Also, we aim to help musicians by providing assistance in their task of composing new music scores through AI technologies. In the upcoming slides, we will be presenting our first trial in generating a new music score, inspired by a Rust corpus
encoded in MEI format. Likely to the AI model explained in the beginning, the first step of preparing the music score in this matter consists of extracting the elements and attributes that are directly related to the note element. As we can see in this illustration, we are extracting the rhythmic attribute of note highlighted in blue and the melodic attribute of note highlighted in red. The next step consists of gathering the elements and attribute extracted at the level of a note in first, at the level of a measure in second place, and at a level of an entire music score in the last place. This way, we can produce a single record out of the entire music score as shown in the steps of the first AI model presented. Once ready, the prepared music score are passed to the neural network capable of training our AI model in a way that once the training steps are finished, we can use this AI model to generate new music scores. The generation of new music scores was made following the process shown here. The musicians would provide the first note to the AI model in addition to the clef and time signature of his choice. The AI model then will be able to generate a new music score based on the knowledge concepts and semantic information already learned through his training process. This is a music score in our first trial results, an attempt of generating synthetic music scores. Let's listen to the audio output of this music score. As you saw and heard earlier, this result and others also were found invalid from a music evaluation perspective, although technically speaking, the result is 92% correct. Therefore, our future work will focus on adjusting the AI model created by the application of advanced AI technologies. Also, we aim to discover and configure the right neural network capable of validating the best rhythmic and melodic balance to generate synthetic music scores. Last but not least, listen and collaborate with the music expert present in the Faculty of Musicology to achieve better results. Thank you for listening. The floor is yours now to ask questions. Je crois qu'il est en train de terminer son doctorat en France. Donc, c'est un bon lien pour voir, encore une fois, comme de l'université Antonine, on peut se connecter dans la réalité des différents problèmes et on réserve pour la discussion finale les multiples suggestions qui son intervention nous a données. Et ce sont vraiment des choses très importantes qui ont à faire avec les deux secteurs, la musique et l'intelligence artificielle. Et nous sommes arrivés à renversant l'ordre de communication à la première communication qui en fait a toujours des problèmes techniques qui sont en ordre de résolution. Et alors apparemment, on doit vraiment appliquer des ressources pratiques à la faute des ressources technologiques. Et notre monde d'aujourd'hui, nous offre toujours, chaque jour de notre journée, des problèmes semblables. Alors, je présente un premier Anas Grab de l'Université de Sousse qui travaille dans plusieurs
domaine et c'est vraiment multiple son activité. Je l'ai croisé pour la première fois parce qu'il a un étrange primat. Il était jusqu'à récent le premier membre de la Société internationale de musicologie, de la IMS, de cette partie de la Méditerranée en Tunisie et l'un de peu de l'entier monde arabe. Aujourd'hui, la situation s'est évoluée. Il a des charges multiples dans la musicologie historique, la recherche, mais aussi dans la activité pratique enterrée de musicothérapie, etc. Donc, mais c'est aujourd'hui son expérience dans les recherches d'intelligence artificielle appliquées à la musique qui nous intéresse. Et donc, je laisse à Nida Boumrad de nous expliquer comment on va organiser l'intervention. C'est bon, on est prêt, nous sommes prêts pour Anas Grab. Donc, il va passer par WhatsApp et nous allons voir sa présentation. Voilà, donc nous sommes prêts. Voilà, on peut lancer. Donc, alors, je répète, le titre, c'est « Modalités mélodiques et Deep Learning, état des lieux et perspectives ». Et il va expliquer tout ça en français. Ma présentation donc sera dans la continuité, on va dire, des deux présentations qui viennent de se faire. Mon approche est cependant complètement assez différente. Donc j'ai prévu au début ma problématique en fait est de savoir jusqu'à quel point on peut utiliser le deep learning qui fait partie des dernières tendances en machine learning, en apprentissage machine, pour analyser la mélodie et surtout pour modéliser la modalité. Rappeler rapidement ce que c'est que le machine learning et la place du deep learning dans le machine learning. Donc le machine learning de manière générale est basé sur deux points. Le premier point, c'est celui de formaliser, c'est d'avoir un modèle pour formaliser une tâche qui est plutôt complexe. Donc une fonction, ça se résume à, le modèle se résume finalement à une fonction qui a beaucoup d'éléments, et des éléments qu'on va appeler tenseurs, qui sont en réalité des vecteurs et des matrices. Généralement, on utilise le machine learning pour deux tâches, pour deux objectifs. Un objectif, c'est de classifier des objets que nous avons en catégorie. Et le deuxième est de créer plutôt des modèles génératifs. Barre d'espace, s'il te plaît. Barre d'espace. Encore. Je vais la présenter, c'est d'après. Voilà. Donc et puis la deuxième phase est celle de l'apprentissage. Donc c'est l'un des paramètres d'état qu'un optimisateur va essayer de retrouver. Donc, l'apprentissage est en fait l'algorithme a les données et il a les réponses. Et par des mécanismes d'optimisation, il va essayer d'améliorer ces paramètres pour qu'il puisse reconnaître automatiquement les réponses. Et ceci se déroule au moyen d'un loss. Le loss, c'est la perte, c'est la différence entre le résultat obtenu par les paramètres initiaux et l'algorithme va améliorer les paramètres et à chaque fois il mesure le loss et l'objectif est de réduire ce loss à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les paramètres, entre les résultats et puis les résultats obtenus à partir des paramètres. Voilà, donc ça c'est la cellule neuronale la plus simple. Nous avons une donnée X et une simple. Et donc il y a le plus important dans cette équation, c'est de retrouver les W. Les W qui sont les poids et qui qualifient l'importance de l'information. Jusqu'à quel point cette information est importante. J'essaie de simplifier, bien sûr.
puis un réseau neuronal n'est qu'un ensemble de sommes de produits scalaires avec des fonctions d'activation. Donc ce sont surtout des produits scalaires. Le slide parfait. Dans ce domaine, des outils dédiés ont été développés, surtout des librairies sous Python. Une la plus connue actuellement, c'est Keras, qui en back-office utilise d'autres librairies, TensorFlow, PyTorch, etc. Et puis, dans le domaine musical, un projet qui a pris beaucoup d'ampleur les dernières années est celui effectué par les chercheurs de Google Play. C'est un projet qui s'appelle Magenta, qui développe des modèles dédiés à la musique. Donc là, sur le slide, on voit, je ne sais pas si ça se voit très bien, je cite quelques modèles qu'ils ont développés. Parmi les derniers, il y a le DDSP. C'est un modèle qui est spécifique au transfert de timbre. Si vous pouvez aller sur le web plus tard, puis voir Google Magenta et écouter des exemples. Donc le transfert de timbre permet par exemple de chanter, et puis le son qui sort, c'est le violon. Donc c'est le timbre qu'on a transféré. Et puis, pour encore le slide d'après, je sais pas compris. Et d'autres modèles, par exemple, le Music Transformer, pour générer de la musique. Ça marche très très bien avec la musique occidentale. Et puis, pour les mélodies, le Music VAE. C'est le Variational Auto Encoder. Je vais en parler tout à l'heure. Bon, ça marche très bien chez Google. Pour les données qui ont été utilisées pour l'apprentissage de leur algorithme, etc. Bien sûr, les données sont en vogue, pratiquement toutes, de la musique occidentale, et puis basées également sur des fichiers MIDI, énormément sur le MIDI. C'est là où réside la grande différence entre les présentations que j'ai vues tout à l'heure et mon approche qui cherche non pas à utiliser des données symboliques ou du MIDI, mais à développer des mécanismes qui utilisent l'enregistrement sonore et puis des fréquences extraites des enregistrements sonores. Bien sûr, si on n'arrive pas à être indépendant dans notre approche, par exemple, si dans cette mondialisation évoquée dans les communications hier, il faut arriver à faire face devant cette ampleur de données qui sont toutes standardisées selon la norme Google et les données de Google. Pour utiliser maintenant des données modales, je vais prendre un exemple que j'ai utilisé avant et que je préfère utiliser parce que je connais bien les mécanismes internes, on peut mieux les comprendre. C'est celui d'un EPL d'Alibara, une salmodie coranique d'un musicien très important, on importe les données. Un slide après. La première étape est bien sûr celle d'extraire les fréquences fondamentales, les F0. Là, il y a plusieurs librairies, plusieurs possibilités, et Nicolas Mayus a bien raison hier de souligner qu'il est très important d'indiquer quelle application utiliser dans l'extraction de la fondamentale, parce que les résultats diffèrent. Et ici, donc, j'indique que j'utilise l'algorithme PIN. Pour mais il faudrait bien sûr, j'ai comparé pas mal d'algorithmes et c'est parmi les meilleurs qui donnent de très très bons résultats. Slide d'après. Ensuite, dans toutes les données, nous avons les mélodies, les données de la mélodie sous la forme d'un vecteur à une dimension qu'on peut voir les détails et la forme, etc. Slide d'après. Ou on peut segmenter également, bon, je vais segmenter manuellement les phrases et les phrases en 6 phrases. Slide d'après. Et puis on peut les représenter comme on veut. Normalement, il devait y avoir avec nous un spécialiste de la représentation, Pierre Compris, malheureusement on n'est pas là. Et bien sûr, là, c'est une représentation très basique, mais ces données, on peut les représenter de manière très différente. Ce qui est important ici, c'est qu'on sait très bien que de telles représentations ne sont pas très, très éloignées réellement de notre représentation en partition, parce que nous avons horizontalement l'espace temporel et verticalement l'espace séquentiel. Ici, ce n'est pas en note, c'est pas en hauteur de note physique, mais en fréquence. Le slide d'après.
ici maintenant un réseau avec une seule couche pour la reconnaissance de ces mélodies. C'est un problème type de classification. Donc, j'ai les données et est-ce qu'on va reconnaître les mélodies ou pas? Slide d'après. Donc, nous avons toujours dans ce type de tâches une préparation des données, plusieurs types de préparation de données selon la nature du modèle. On va slide d'après. Ce qui est important ici, et c'est l'une des défaillances, en tout cas de ce modèle, c'est qu'il faut que les vecteurs d'entrée aient la même taille. Ici, les mélodies, même si elles sont de longueur différente, il faut les donner au modèle avec la même taille. On voit que la première phrase, par exemple, est 0, elle fait 1005 éléments. La deuxième phrase, elle est de 2257 éléments, etc. Et la tâche la plus simple, en tout cas le mécanisme le plus simple utilisé dans ce genre de cas, c'est de rajouter des zéros au début et à la fin, mais ça ne change pas réellement le résultat dans ce type de modèle. Donc là, je transforme les phrases en des phrases à taille égale. Elles ont toutes 2888 valeurs, donc fréquences, avec bien sûr les fréquences qui manquaient au début sont des zéros. Et surtout, très important ici pour tous ces modèles, c'est comment on transmet le modèle. Et là, on voit dans le PSP, donc dans la forme du modèle, que j'ai six échantillons, et chacun a une longueur de 2888 éléments dedans. Et puis, le 1 à la fin veut dire que nous n'utilisons qu'une seule dimension. On peut bien sûr faire reconnaître l'objet à l'algorithme, mais en utilisant plus de paramètres que juste la courbe fréquentielle. On peut imaginer, par exemple, qu'on lui transmet la fréquence, les intensités, les éléments de timbre, etc. Là, on se limite à une seule dimension, celle à une seule feature, celle de la fréquence fondamentale. Étape d'après. Il faut également préparer l'encodage des sorties. Ça veut dire comment ce qu'on va voir chaque mélodie. La sortie sera bien sûr le numéro de la mélodie, P1, P2, P3, P4, P5, etc. P6, que je vais juste encoder on peut l'encoder ici par un vecteur 0, 1, 2, 3, 4, 5, qui correspond en fait à 1, 2, 3. La numérotation elle commence par 0 seulement, mais il est préférable d'utiliser un autre type d'encodage des sorties. Slide d'après, qui s'appelle le whiteboard encoding. Nous avons là 6 vecteurs. Chaque vecteur correspond à une sortie. Si la sortie est le 1, il est sur le premier élément du vecteur, ça veut dire que c'est la première mélodie. Si le deuxième élément du vecteur, c'est la deuxième mélodie, etc. Cette représentation 0, 1, 1 nous permet d'avoir une estimation de la catégorie en termes de probabilité. Le modèle maintenant, slide d'après. Le modèle qui va lire ce type de données, un des modèles les plus connus, ou genre de catégorie de modèles, ce sont les convolutional neural networks. Ce sont des modèles qui ont montré leur efficacité dans le domaine de l'image, la reconnaissance d'objets visuels, etc. Mais pour ce qui est de la nature musicale, où le facteur temporel est fondamental, elles sont moins appropriées. Elles ont été appliquées, ces modèles ont été appliqués sur de la musique, surtout à partir de spectres. On a analysé des spectres comme des images pour la reconnaissance, par exemple, des timbres, etc. Mais pour ce qui est de l'analyse mélodique comme le nôtre, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et on va utiliser un autre type de modèle qui s'appelle Recurrent Neural Networks, qui prennent en considération l'élément temporel. Ce type de modèle est partagé entre deux types de cellules, long short-term memory et puis le gate recurrent units. On va voir cela un peu plus en détail, mais pas trop dans le slide d'après. Une cellule de recurrent neural network, en fait, son avantage, c'est que chaque cellule, à chaque époque, à chaque analyse de données, va prendre en considération les poids existants dans la cellule provenant de l'étape d'avant. Ça veut dire que pour chaque étape temporelle, je prendrai le
fait, il faut imaginer que c'est comme une cellule neuronale. Imaginez que votre cerveau emmagasine tout, mémorise tout, absolument tout, et finit par exploser à un certain moment. Donc cette cellule n'est pas théoriquement très bien, mais dans la pratique, elle a ce problème de surcharge. C'est pour cela, on passe à la c'est pour cela qu'on préfère utiliser des cellules du type LSTM ou GRU qui ont l'élément oubli, qui vont oublier certains éléments. Il y a des portes dans ces cellules qui traduisent l'effet d'oubli ou d'importance ou des données précédentes plus ou moins importantes. Donc ce sont les cellules de type LSTM qui sont réellement utilisées dans la pratique. Slide d'après. Donc ici, dans ce modèle, avec ces données, en fait, c'est un modèle qu'on va faire entraîner maintenant, mais qui n'apprendra rien réellement apprendre. Parce qu'on connaît déjà le résultat, bien sûr. Le modèle est basé donc sur des couches séquentielles. C'est pour ça qu'on va importer au début le modèle séquentiel. Et puis nous n'utiliserons que deux types de couches. La couche dense, qui est la couche la plus basique, celle qui correspond à des cellules qu'on a vues au début, la première cellule la plus simple, et puis à des cellules LSTM qui ont cette faculté d'oubli. Donc, on donne des apports. Là, où la première couche est les cellules LSTM, où il y a 100 cellules. 100 cellules. Pourquoi 100 cellules? C'est, on va dire, aléatoire. Ça dépend, après on va voir l'efficacité du modèle. On va augmenter généralement le nombre de cellules ou les réduire. Et puis, on voit que chaque élément, donc c'est un vecteur qui va recevoir, comporte le nombre de fréquences que nous avons de 2888. Et puis, la deuxième couche d'inverse qui va réduire ces données aussi catégories que nous avons, donc la couche dense. Bien sûr, il faut choisir pour le modèle un optimizer. Là, c'est l'optimizer Adam. C'est celui qui va donc revoir, à partir des résultats obtenus, il va remonter tout le réseau pour essayer d'améliorer les paramètres. Slide d'après, s'il vous plaît. Là, on peut faire un summary donc du réseau. On voit que nous avons, pour la couche LSTM, 100 éléments de sortie, 100 paramètres de sortie, et puis, mais 100 paramètres, les 100 cellules que nous avons utilisées, bien sûr, sont toutes des cellules de type LSTM, qui elles-mêmes va avoir au moins 4 paramètres. Donc il faut considérer que nous aurons 400 sorties, 4 sorties par couche, ça nous fait 40 800 et quelques paramètres juste de la LSTM. Et puis en bas, on va voir le nombre de paramètres qui sont de 41 406, ce qui est déjà assez important. Donc tous ces paramètres sont calculés. Là, ces facteurs sont fondamentaux à être pris en considération parce que les temps de calcul peuvent être énormes. Il faut des outils et des machines bien puissantes. C'est pour cela que le deep learning fonctionne surtout sur les calculs parallèles effectués non pas sur des CPU, des processeurs, des ordinateurs normaux, mais très souvent sur les cartes graphiques. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le développement du deep learning. Ensuite, voilà. Là, on commence l'entraînement du réseau. Et on aura ici
ici j'ai choisi 100 époques. Époque c'est égal à 100, ça veut dire qu'il va faire 100 fois l'exercice. Il va lire les données, voir le résultat, et puis si c'est pas bon, il va refaire l'exercice, et jusqu'à ce qu'il se trompe au moins dans le résultat. Donc c'est surtout la colonne LOS et accuracy qu'on va voir qui sont à droite là. Si on suit un peu la colonne LOS, on voit qu'elle commence à 1,9 et puis elle va se réduire de petit à petit jusqu'à essayer d'atteindre 0. On peut passer à l'étape suivante. Non, c'est d'abord. Là, ça, voilà, c'est bon. Là, on décide les deux courbes donc, relatives au LOS et à l'accuracy. L'accuracy, ça veut dire sa bonne reconnaissance des résultats. On voit que j'ai utilisé, il a fait l'exercice 100 fois, mais à partir de la 40e lecture donc du réseau, il a atteint son maximum d'accuracy. Donc, il connaît déjà les résultats. C'est bon, il ne va plus progresser. Il essaie de s'améliorer, mais ça n'apporte rien. Le nombre d'époques là utilisées, j'ai mis à 100 également. Il n'y a pas de nombre idéal. C'est toujours par l'expérience, le nombre de couches, le nombre de neurones, etc., qu'on va plus ou moins trouver le nombre d'époques à utiliser. Bien sûr, plus on a de paramètres, plus on a besoin de faire des calculs d'époques, plus le temps de calcul sera plus grand. Là, on va voir les résultats donc, pour voir s'il a vraiment reconnu les phrases. Et donc là, dans cet exemple, on va reconnaître des données qu'il connaît déjà. Le slide d'après. Et on voit qu'il a correctement prédit les résultats. Il a reconnu que le premier échantillon correspond à la phrase 1, le 2 à la phrase 2, le 3 pareil, etc. Et puis on peut voir également, parce que nous avons des probabilités ici de sortie, parce que de catégories, donc il regarde la phrase et il essaie de la mettre dans l'une des catégories des 6 phrases. Et on peut voir, grâce à cette représentation en probabilité, que est-ce qu'il a pu ou pas confondre, ou est-ce qu'il a tout de suite reconnu la phrase. Généralement, dans ce modèle simple, en tout cas avec ce calcul, on voit que le premier élément du premier vecteur, il est pratiquement à 1. Le deuxième élément du deuxième vecteur, il est pratiquement à 1, etc. Ça veut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de mal à les retrouver. Avec ces données, il est difficile de savoir si le modèle a appris à reconnaître les structures dans les données ou s'il a appris les données. Ça, c'est un problème récurrent dans ce type d'analyse. On le verrait plus si on prend plus de données et on prévoit des données tests. C'est le fait qu'il a tellement refait les exercices jusqu'au point où il a pris toutes les données, il a pris les données, les résultats qu'il donne, et si on lui donne de nouvelles données, il va se tromper. Donc ça, c'est un problème fondamental auquel il faut faire attention, celui de l'horloge. Le slide d'après, voilà. Là, c'était un problème de catégorisation. Donc, on avait des phrases, on a essayé de les mettre dans des catégories. On peut imaginer le même exercice avec une base de données beaucoup plus grande. Le problème est celui de reconnaître le mode, par exemple, d'une mélodie. À force de faire des entraînements sur ce type de mélodie, on peut lui indiquer, lui donner un enregistrement, il va analyser la mélodie, il va nous dire si c'est du RAS ou c'est du paillette, etc. Donc reconnaître le mode par cette méthode, donc avoir des données et puis leur trouver des catégories. Mais ce n'est qu'une partie des objectifs. Un deuxième objectif pour moi qui est fondamental ici, c'est celui de modéliser la modalité en elle-même. Déjà en 2015, ici au Liban, ici virtuellement au Liban, à l'Université du Casier, que j'avais présenté pour la première fois ces cours qu'on voit ici, qui correspondent à des probabilités existantes dans ces mêmes mélodies.
Et donc, on voit dans chaque phrase quelles sont la probabilité d'apparition de telle ou telle fréquence. Et puis, j'ai implémenté tout cela dans un package qui s'appelle Python, Music22, qui est très pratique, je le conseille aux étudiants, etc. Il est encore très utilisé. Et j'essaie de remplacer les mêmes méthodes sur des méthodes de deep learning. Là, cette modélisation de l'espace fréquentiel, elle correspond donc à l'échelle des hauteurs. Bien sûr, on aimerait bien, il faut qu'on modélise l'espace temporel, et c'est ce que j'ai essayé de présenter en 2007 à l'European Music Analysis Conference, où à partir de ces fréquences et de ces modèles, j'ai essayé avec un modèle, un chaîne de Markov assez simple, de générer la mélodie. Donc, l'algorithme, il va générer les mélodies, et puis ça fonctionne très bien. On a la mélodie, on la reconnaît. Le problème fondamental est qu'on n'a aucune conception des phrases musicales. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple précédent, dans la communication précédente, c'est que le modèle généré en mode RAS, il va générer continuellement et il ne sait pas s'arrêter. Donc, il n'a pas d'idée de phrase musicale. Et c'est l'un des problèmes fondamentaux qu'on peut commencer à résoudre avec les deep learning. Le slide d'après. Voilà. Donc, est-ce que les poids eux-mêmes, le poids du vecteur de la couche cachée, on peut lire les poids sur le modèle, sur le slide d'après. Voilà, donc les poids de la couche, en fait, ne nous renseignent sur rien. Ce sont des données que le réseau a utilisées, mais ils ne modélisent pas grand-chose. Parce qu'ils sont trop détaillés, parce qu'ils ne représentent pas des densités, donc justement, ils ne représentent pas les densités qu'on avait dans la représentation précédente. C'est pour cela qu'on va utiliser un autre type de modèle, un modèle d'apprentissage qui est l'auto-encoder. L'auto-encoder a pour fonction de modéliser l'objet lui-même. Et puis, bien sûr, ici, nous n'aurons pas des séquences qui vont nous donner une catégorie, mais des séquences qui vont nous donner des séquences. Ça veut dire qu'on va essayer d'apprendre, de générer une séquence à partir de la séquence apprise. Donc, pareil, on passe par l'étape de préparation des données. Slide d'après. Il nous faut ensuite, et c'est là où le facteur gestion temporelle, il est beaucoup plus important dans ce type de modèle, où il faut gérer dans la sortie des données, on va distribuer également les résultats fréquentiels. Donc, on n'aura pas une catégorie, mais une chaîne de fréquences. Là, on construit le modèle. On voit sur le slide d'après que le nombre de paramètres est beaucoup plus important. Donc, on est à 121 000 paramètres à reconnaître. La phase d'apprentissage, pour espérer avoir des résultats, on a augmenté, j'ai augmenté donc le nombre d'époques, je suis à 1000 époques, et puis si on suit le loss, donc le loss c'est la différence entre les résultats réels et les résultats prédits, on va trouver que ça se réduit, ça se diminue, mais finalement, on peut voir cela dans le slide d'après, il n'arrive pas réellement à prédire le résultat. Donc le modèle, le slide d'après. Je crois aller plus vite, Anas. Oui, j'ai fini pratiquement. Le modèle apprend, mais il ne peut pas prédire. C'est parce que l'approche, elle n'est pas probabiliste. Donc, des éléments de conclusion dans le slide d'après. C'est ici où rentrent en jeu les modèles Variational Auto-Encoder et pas seulement l'auto-encoder, parce qu'ils rajoutent une couche par la suite qui essaie de modéliser les données des réseaux de la couche, des différentes cellules, en termes en termes probabilistes. Ça veut
pour chaque neurone. Et c'est là où on pourra, bien sûr, nettement mieux modéliser l'espace fréquentiel. Et puis, il y a un deuxième type de modèle qui apparaît actuellement, qui s'appelle le mécanisme d'attention, qui fait encore plus attention dans l'espace temporel aux moments les plus importants à prendre en considération. Et ça nous permet de mieux donc gérer l'espace temporel. Pour conclure, en faisant cette introduction, ce tour sur les différents modèles de deep learning qu'on pourrait utiliser en musique, il est clair que les modèles les plus adaptés proviennent tous en leur application généralement dans le NLP, les processus de processing du langage naturel, des langues. Parce que, tout simplement, on retourne à des éléments qu'on connaît déjà, ou qu'on essaie d'explorer depuis des dizaines d'années, c'est que la musique, elle a des mécanismes similaires au langage naturel. Et puis, bien sûr, tous ces modèles dérivent surtout des recherches en sciences cognitives. Voilà la bibliographie. Donc, comme je disais, il faut surtout approfondir les modèles à partir du Wilson Network parce qu'ils modélisent bien l'espace fréquentiel en prenant en considération les densités des fréquences. Et puis, les mécanismes d'attention qui se focalisent plus pour valoriser ce qui est important temporellement. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cette introduction pour présenter les éléments les plus importants actuellement. Je suis très très optimiste du futur de ces approches concernant l'analyse mélodique et je réitère en tout cas la nécessité de développer des méthodes à partir des données fréquentielles, donc de la fréquence F0, parallèlement à des données symboliques. Je ne dis pas que les données symboliques ne sont pas utiles dans ce contexte, elles sont utiles, mais générer de la musique à partir de données symboliques, on retombe dans les mêmes problèmes liés aux échelles. Alors qu'en utilisant les fréquences en elles-mêmes, ces problèmes peuvent être évités dès le début. On n'a pas à faire après un mapping entre les données symboliques et la synthèse pour rééquilibrer et trouver les échelons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Anas Grab. Enfin, Nida Boudrab a réalisé un miracle parce qu'on vous voit à l'écran. Alors, le temps est fini. Oui. Alors, on a 1 minute pour... je suis vraiment désolé de n'avoir pu donner la parole à Madame Talar Atechian, qui a assisté des conférences précédentes avec son expérience à l'Université Arteline. Et je remarque seulement qu'il y a des regards croisés entre les 3 conférences. Donc, on peut relire l'abstract qui est dans le programme pour réfléchir sur cela et peut-être pendant la journée de revenir sur les suggestions multiples qu'on a reçues de ces 3 conférences. Merci bien à tous les participants, c'était passionnant et je laisse à l'organisateur indiquer la modalité pour passer à la prochaine. Moi, je propose en fait que nous puissions profiter de la table ronde qui sera tout à l'heure. J'espère que Anas Grab sera des nôtres. Je voudrais aussi inviter Dr Talar Atechian, si elle pouvait être avec nous aussi pour la table ronde, pour que nous puissions consacrer un petit moment de la table ronde de tout à l'heure à ces questions d'intelligence artificielle, parce que cette table ronde sera consacrée à la perception et à la cognition, et là nous parlons d'une cognition informatique, une cognition intellectuelle, donc ce serait intéressant de l'intégrer. Donc voilà, moi je propose que, puisque nous n'avons pas pu avoir une discussion à cause des problèmes techniques, que nous puissions la mettre tout à l'heure. Dr Talar Atechian, vous sera-t-il possible d'être avec nous tout à l'heure? Oui, bonjour. Très bien.
Bon, parce que là, nous devons passer à la session suivante et donc il faut clore cette session puis ouvrir la deuxième session qui est consacrée aux traditions monodiques modales, leur perception et la société d'aujourd'hui. Donc, on va y accéder à travers l'autre lien. Vous vouliez dire quelque chose? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, à la table ronde, nous nous retrouvons à la table ronde pour la discussion. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous.